L'objet de la guerre, c'est la paix, disait Aristote. Mais pour Poutine, l'objet de la guerre, dans l'immédiat, c'est surtout de mettre la main sur des territoires ukrainiens. Selon le commandant des forces terrestres ukrainiennes, le plan de Moscou est le suivant. Occuper complètement les oblasts de Donetsk, Lugansk et, si possible, Zaporijia avant la fin de l'année. On est en direct avec Alexandre Vautravers. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire, également colonel d'état-major général et ancien professeur de relations internationales. Voilà, c'est bon. Une fois que vous avez vu, vous, cette information, c'est-à-dire que mécaniquement, on cherche à s'emparer de 3 territoires pleins et entiers. Est-ce qu'on a techniquement et humainement les moyens de le faire du côté russe ? Les moyens, la Russie s'est donné les moyens de le faire, puisque depuis le début de l'année, on a assisté pratiquement au doublement de l'effectif des troupes russes. Il y a aujourd'hui pratiquement un demi-million de soldats russes qui sont engagés dans cette opération militaire spéciale. Justement, peut-on faire davantage ? C'est-à-dire qu'avec ce qui reste, la Russie reconnaît bien qu'il y a des morts de son côté. Mécaniquement, est-ce qu'on peut vraiment faire une opération d'envergure, encore une fois, en quelques mois ? Parce que ce qui est bien sûr dans le viseur, c'est l'aide américaine. L'aide américaine va arriver, donc il faut agir avant côté russe. Est-ce qu'on peut le faire en si peu de temps ? Peu de chance. Je crois qu'il faut changer le logiciel ou changer le paradigme, c'est-à-dire que des opérations d'envergure sur la ligne de front aujourd'hui ne sont plus véritablement possibles, ou alors ils ne sont possibles qu'avec des pertes qui sont totalement disproportionnées. Et en réalité, ce que la Russie essaye d'obtenir, c'est vraiment de prendre petit bout par petit bout ce territoire, avancer, si j'ose dire, mécaniquement, méthodologiquement, mais il n'y a pas de grande offensive comme on pourrait se les imaginer de la Seconde Guerre mondiale, puisque aujourd'hui les unités les plus importantes qui sont engagées en bloc sur le champ de bataille sont de l'ordre du bataillon, donc une quarantaine ou une soixantaine de véhicules blindés. Aurélien Duchesne, ça veut dire qu'on a plus de chances de voir la Russie mener, par exemple, une tentative de prise de Kharkiv, qui reste quand même plus contenu, évidemment, que tout un oblast, que de voir en effet un schéma comme celui-ci, c'est-à-dire 3 oblasts visés pour la fin de l'année ? Alors, le seul build-up militaire près de Kharkiv, c'est un amas de troupes du côté de Kupiansk et de l'autre côté de la rivière hostile. Donc déjà, il faudrait la franchir avant d'arriver à Kharkiv. Ouais. Ou alors, il faudrait que les Russes massent des troupes près de leurs frontières au nord de Kharkiv. Là, ce n'est pas encore le cas si on regarde notamment l'imagerie satellitaire ou tous les renseignements qu'il y a sur les dispositifs russes. La deuxième chose est que, alors, effectivement, les Russes, pour l'instant, n'ont pas encore groupé, à part du côté de Kupiansk, n'ont pas encore groupé de capacités pour percer sur un front particulier avec suffisamment de chars, d'hommes, d'appui, de logistique, etc. Mais quand on regarde l'ensemble du front, et ça a été dit, alors on parle de 470 000 soldats russes. Le général Christopher Cavoli, qui est le chef suprême des forces alliées en Europe, donc des forces de l'OTAN, dit que les effectifs sur le terrain sont désormais supérieurs à ceux qu'on avait encore au début de la guerre, malgré les pertes. Mais quand on regarde aujourd'hui la stratégie qui est celle des Russes, et quand on écoute les propos de Shoigu qui parle de poursuite de l'offensive, on n'est pas dans l'idée qu'on va passer du jour au lendemain dans une offensive, comme l'a dit Alexandre Vautravers, de type Seconde Guerre mondiale. Il faut arrêter avec cette image, il faut s'en départir. On est plutôt dans une progression incrémentale, c'est-à-dire qu'on grignote avec des pertes massives, et il ne s'agit pas de lancer une offensive demain, minuit, on va attaquer massivement. On est plus dans du grignotage de territoire. D'autant quand même que ce que nous dit l'Ukraine, Vincent Hugeux, c'est nous pensons que les Russes veulent mobiliser 100 000 soldats supplémentaires et qu'ils les utiliseront pour renforcer leurs forces déjà présentes en Ukraine. En effet, d'ici juin et juillet, ça peut aller très vite. C'est vrai que ce qui a été repéré, en tout cas, c'est de l'ordre de 30 à 35 000 hommes regroupés dans le secteur oblast de Belgorod, donc côté russe. Et ce qu'anticipe le renseignement militaire ukrainien, c'est que cet effectif pourrait monter jusqu'à 70, 75 000, voire davantage. Petite réserve quand même, les chiffres peuvent être impressionnants. Il faut toujours aussi porter un regard qualitatif, c'est-à-dire quel est le profil des combattants ? Sont-ils aguerris ou vont-ils à reculons pour obtenir un statut administratif ou un peu d'argent pour la famille ? Cette réserve faite, il est parfaitement clair qu'il y a une accélération du grignotage. Et ça, on le constate avec la conquête de villages, de hameaux, etc., sans qu'il y ait de percées massives. J'observe aussi que le Kremlin ne peut pas se départir de son obsession calendaire et mémorielle. Il faut un trophée avec 3 échéances très très proches.
Dans 3 jours, c'est l'investiture de Vladimir Poutine, triomphalement réélu, 88%, vous vous en souvenez, bien sûr, dans les circonstances que l'on sait, qui ont été amplement commentées ici. Vous avez ensuite, évidemment, le 9 mai, qui est notre 8 mai à nous, évidemment, vu de Moscou et de la Volga. Et puis, vous avez une autre échéance, c'est mi-mai, son voyage en Chine. Et donc, il est probable qu'il attend de ses subordonnés, de lui offrir sur un plateau d'argent une victoire symbolique. Cela posé, quand on regarde les 9 mai des 2 années écoulées, on nous avait annoncé également de spectaculaires percées qui n'ont pas vraiment eu lieu. Tout dernier point, il y a des objectifs qui sont évidemment atteignables. Je pense à Soumy, je pense à la volonté d'aller jusqu'à Kramatorsk, de prendre un peu des donjons défensifs ukrainiens. Et puis il y a aussi quelque chose de préoccupant vu de Kiev, qui est que les Russes ont quand même un peu affiné leur tactique. Ils ont par exemple récemment procédé au transfert d'unités, enfin d'éléments en tout cas, de divisions aéroportées qui étaient dans l'oblast de Zaporijjia, notamment la 76e et la 7e, ce qu'on appelle les VDV là-bas, qui sont plutôt performants. Et donc ça peut signifier aussi qu'au-delà de l'effet de masse qu'on a évoqué à l'instant, il y ait aussi une stratégie un peu plus sophistiquée par rapport aux opérations à venir, si localisées soient-elles. Vous parliez de 3 échéances, on a peut-être aussi une 4e qui est en fait la présidentielle ukrainienne qui devrait et qui aurait dû en tout cas se tenir, qui ne se tiendra pas évidemment. Ça aussi, ça peut être un objectif russe, se dire on va continuer à grignoter du territoire pour montrer que lorsque la prochaine élection quand elle se déroulera, pourra totalement impliquer une Ukraine rognée de 3 régions. Alors, ce que rappelle Vadim Skibitsky dans son interview, c'est très exactement une partie du problème. Il dit, en gros, il y a 3 stratégies russes à l'œuvre en ce moment. Alors, certaines, ça sera beaucoup. Il y a la stratégie militaire. Et le problème des Ukrainiens, il est assez simple. Il n'y a pas assez d'armes. Donc, voilà. Donc, ils redoutent, en effet, non pas une prise type Mariupol de Kharkiv, mais une attaque extrêmement intense. Et le mois de mai va s'annoncer extrêmement douloureux pour Kharkiv. Il emploie le mot sombre. On en voit déjà les stigmates, vu que cette ville se fait bombarder un jour sur 2. Il y a encore eu des morts hier. Et sur la question de l'autre niveau d'attaque absolue en ce moment, c'est la désinformation russe, la tentative russe pour abîmer l'unité ukrainienne et délégitimer les autorités. C'est massif, notamment via cette question. On en a eu les stigmates, même involontaires, qui revenaient. La présidence de Zelensky est constitutionnelle tant que la guerre est à l'œuvre. C'est point final, vérifié par juristes absolus, etc. En revanche, ce que font les Russes en ce moment, c'est essayer d'expliquer qu'à partir du 20 mai, dans Entente de paix, oui, la présidence serait arrivée à son terme et il lui fallut en amont des élections pour qu'un président prenne le relais. La loi martiale qui est inscrite dans la Constitution qui dit que de toute façon... voilà, enfin bref, ce n'est pas possible de changer de président et il est toujours légitime, il a toujours l'autorité. On est parfaitement d'accord là-dessus. Voilà. Sauf que Poutine, justement, fait parfois peu cas de la Constitution. Ils attaquent ça et ils attaquent aussi un autre point du calendrier et qui est extrêmement massif. C'est du calendrier et un des objectifs, c'est d'isoler diplomatiquement l'Ukraine. Donc ça, a priori, ça va rater. Mais ils mettent le paquet d'efforts. D'où aussi peut-être certaines circonvolutions subtiles avec la Chine. Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est extrêmement, parfois sous les radars et parfois incompréhensible pour, entre guillemets, des gens qui ne parlent pas la propagande russe couramment. Mais c'est extrêmement violent. Et il y a un autre objectif absolu pour les Russes, c'est qu'ils veulent planter la conférence des 15 et 16 juin, sur la paix. Où, je le répète, on ne le répétera jamais assez, il est hors de question pour les Ukrainiens de concéder des concessions territoriales. Donc voilà, donc il y a 3 niveaux et une angoisse absolue pour le mois de mai. Il y a une vulnérabilité de l'Ukraine pour le mois de mai.